Juan Rosé, un communiste au perchoir, ça aurait fait un scoop? Ça aurait fait un scoop, hein. Forcément, après la campagne à laquelle on a assisté, où on a établi un lien direct entre l'extrême droite et l'extrême gauche, où on a dit ni l'extrême droite et l'extrême gauche, voire effectivement un communiste au perchoir, ça aurait été effectivement un scoop et une surprise, et pas uniquement qu'en France, même dans un pays comme l'Espagne, où l'extrême gauche est au gouvernement de coalition avec les socialistes au perchoir. C'est un socialiste, ce n'est pas du tout un communiste. Mais en fait, comme disait Alberto, c'est cette confusion qui règne aujourd'hui en France et qui part du fait effectivement de cette dissolution maladroite du président, et surtout du fait que les Français ont vraiment montré qu'ils étaient fâchés avec la classe politique, parce que le résultat, en fin de compte, c'est ça, c'est une façon de montrer qu'ils sont fâchés. Mais au-delà de tout ça, le marchandage dont vous avez parlé tout à l'heure continue, parce qu'on l'a vu à la tête des différentes commissions, on le voit à la tête de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, etc., etc., etc. Et je suis pas convaincu que ce marchandage dont on a parlé au début soit quelque chose de bien pour l'engagement des Français dans les semaines et dans les mois à venir. Et vous n'êtes pas les seuls à le penser. Regardez, aux États-Unis, le site internet de CNN titre « Le parti de Macron remporte le poste de président du Parlement malgré la réprobation des électeurs ». En Allemagne, Zeit Online estime qu'il est clair que Braun-Pivet a très ouvertement acheté son poste à grand renfort de marchandage. On va le voir s'afficher. Le Devoir au Québec qui évoque une république à géométrie variable. Vous le disiez, Frédéric, c'est ce RN qui n'obtient strictement rien parmi les postes clés du Palais Bourbon, alors qu'il occupe près d'un quart de l'hémicycle. Et puis en face, les LR, qui sont la plus petite représentation parlementaire et qui obtiennent beaucoup plus de postes clés que la règle de 3 ne le suggère. Ça, c'est l'exception française, ou ça peut se produire chez vous, par exemple? Ça se produit chez nous. Ça se produit. Ce n'est pas une exception française. Je vous dirais que sur les 23 commissions qui existent au Cortés, à l'Assemblée nationale espagnole, 19 sont en main du Parti socialiste, des communistes radicaux et des alliés du Parti socialiste. 19 sur 23. Donc vous voyez, et sur ce qu'on appelle le bureau l'équivalent du bureau de l'Assemblée et même la question, l'extrême droite espagnole, qui reste quand même la troisième force politique, elle n'est pas représentée, parce qu'on a établi aussi un cordon sanitaire. Donc vous voyez, c'est pas du tout une exception. Et les électeurs parlent aussi de déni démocratique. Il y a un déni démocratique parce qu'effectivement, il faut aussi reconnaître que l'extrême droite espagnole n'a pas aussi la puissance de l'extrême droite française. L'extrême droite espagnole, c'est une trentaine de députés. En France, vous parlez des 143 députés dans le groupe RN. Donc, il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est pas du tout une exception française, mais effectivement, ça amène aux électeurs, aux Français, à se poser des questions sur le développement de la démocratie, sur le traitement de la démocratie, sur le fait d'aller ou pas aller voter, puisque de toute façon, rien ne va changer. Quand même 2 défaites pour le parti présidentiel aux élections européennes puis aux législatives, et finalement on entend beaucoup, on prend les mêmes et on recommence. Vous êtes d'accord, Juan Rosé, rien n'a changé ou tout a changé? Rien n'a changé. J'ai écouté pas plus tard qu'hier. On n'arrête pas d'entendre dire qu'on est dans une situation inédite en même temps. Oui, elle est tout à fait inédite, mais on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est la réalité. Quand vous voyez qui a été élu président de la Commission des Finances et qui est tombé sur l'ancien président de la Commission des Finances, même s'il est dans l'opposition aujourd'hui, quand vous voyez Madame la présidente de l'Assemblée continuer, quand vous voyez un gouvernement qui est prolongé jusqu'au moins la fin des Jeux Olympiques, vous vous dites effectivement, pour une vingtaine de millions d'électeurs, ils peuvent se poser la question, les électeurs du RN, les électeurs du Nouveau Front Populaire, ils peuvent se poser la question, rien n'a changé. Pour ces 20 millions de personnes, absolument rien n'a changé. Donc après, c'est la logique. Est-ce que il y a quelque chose qui va changer? Je ne le pense pas sincèrement, parce que combien de fois, depuis le premier mandat de M. Macron et donc les 2 années de deuxième mandat, combien de fois il a dit, j'ai compris, on va changer des choses, on va faire différemment. Et on n'a pas fait différemment. Et on ne peut pas faire différemment si on garde le même au même poste. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que potentiellement, ça pourrait être le début de la fin de la Ve République, pourquoi pas? Ben écoutez, il faut comprendre déjà en France que depuis un certain nombre d'années, il y a des partis politiques qui défendaient la Sixième République. Aujourd'hui,
le plus fort parti politique à l'Assemblée nationale, dont le nouveau Front populaire défend dans son programme la 6e République. Donc à un moment donné, effectivement, il va falloir se poser la question s'il ne faut pas changer de République, sachant que de la même façon que vous avez changé à la 4e, à la 5e, à un moment donné, peut-être que la 5e est arrivée au bout de ce qu'elle peut apporter. Mais là, c'est une réflexion très franco-française. Pas d'autres émissions. On n'a plus de De Gaulle, en tout cas. On n'a plus de De Gaulle, c'est sûr. Allez, on va passer. L'eau est à 20 degrés, raconte encore le journaliste allemand. Le courant est fort, les rats sont absents et le sentiment de liberté foudroyant. Et puis, il a confirmé sur X, le réseau social, 2 jours après, aucun symptôme, 48 heures après, à part une joie persistante, baignade dans la Seine. Je recommande chaudement. Ça donne envie, non? Vous n'avez pas envie de proposer ce type de reportage? Ah non, mais nous on l'a proposé, ce type de reportage. Forcément, ça intéresse beaucoup la presse espagnole, d'autant plus parce que c'est Madame Hidalgo et qu'elle a aussi la nationalité espagnole, elle est binationale. Faut-il le rappeler. Mais ça me fait penser effectivement à cette histoire des communications, puisque quelques jours après, 10 jours après, c'était la ministre des Sports qui est allée se baigner et ça n'a pas fait le foin que ça a fait dans la presse internationale. Mais c'est vrai que Madame Hidalgo est quand même un personnage à l'international qui est connu, reconnu, parce qu'il a beaucoup fait à l'international, au niveau surtout de l'association des villes européennes, mais la réalité est qu'effectivement, aller se baigner dans la Seine, il faut de la confiance pour le faire, et c'est vrai que les Français n'ont pas confiance dans la Seine. Après, j'ai parlé avec des triathlètes qui avaient participé à des triathlons dans d'autres pays européens, et ils reconnaissent qu'ils se sont baignés dans des eaux beaucoup plus sales que celles de la Seine. Donc, pour un certain nombre d'athlètes, en fait, c'est un peu anecdotique tout ce qu'on est en train de faire autour de cette baignade dans la Seine de Madame Hidalgo. Anecdotique ou politique. Beaucoup les hôteliers disent que les réservations sont bien en dessous de ce qu'ils attendaient. Pourquoi Paris fait peur ou la France fait peur? Pour l'instabilité politique, les punaises de lit, la saleté, quoi d'autre? Non, ça fait peur. J'en ai parlé avec Alberto tout à l'heure. La vie a changé. Les Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, qu'Alberto a connu, n'ont rien à voir avec la situation actuelle en 2024 et à Paris. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, Paris, pour les Jeux Olympiques, les images des drones, les photos officielles, ça va être très beau. À l'international, ça va être très beau. Mais la réalité est tout à fait différente. Cette semaine, je parlais avec des touristes espagnols qui m'ont montré leurs photos de la journée. Et vous ne voyez que des grillages, que des barrières, devant les monuments. Il y a même un syndrome qui touche aussi beaucoup les Japonais, qui est le syndrome de Paris, parce qu'il y a un tel décalage entre les images d'Épinal, les clichés de Paris, et puis ce qu'ils trouvent sur la réalité, que ça leur fait un espèce de choc. C'est complètement... C'est le cas pour les touristes, mais c'est le cas pour les Français. Je vous raconte une petite anecdote. Hier soir, j'ai mon fils qui a 17 ans, qui est sorti, qui connaît Paris depuis qu'il est né, et qui m'appelle pour me dire « Papa, j'arrive pas à traverser les ponts, je ne peux pas marcher ». Donc il n'y avait pas du tout intégré ce qui est une zone grise, et qu'en fait, Paris est barricadé. Et donc, pour les Parisiens qui ne sont peut-être pas très proches des Jeux Olympiques et qui peuvent les embêter, Paris aujourd'hui, c'est un repoussoir, c'est une réalité. Et même pour nous qui travaillons à Paris, qui avons nos bureaux près d'endroits où il y a des épreuves, ça devient très, très compliqué. Donc je peux comprendre effectivement que ça devient un repoussoir. Cela dit, ça reste des Jeux Olympiques, mais dans une situation très compliquée qui est celle du terrorisme aujourd'hui, des questions de sécurité, et parce que la France a décidé de se compliquer la vie en faisant ça sur la scène au lieu dans un stade. Ça, c'est aussi cette réalité qui est là. Vous êtes dur, hein, quand même, hein, pas trop. Bon, bref. Non, mais c'est quand même intéressant parce que Paris est là une image internationale, la ville de l'amour, et donc oui, pourquoi pas. De toute façon, c'est les Jeux Olympiques, ça change constamment. On comparait 92 à 2024, la façon de voir les Jeux est complètement différente, la façon de les organiser est complètement différente. Et je pense qu'aussi il y a ce charme de la ville de Paris à l'international qui fait que cet aspect-là est aussi un aspect des marchandises, entre guillemets, internationales. Je pense qu'il faut profiter des Jeux constamment, que ça soit dans la rue, que ça soit dans les stades. Donc, pourquoi pas. Sexy, tant mieux. Allez, on passe à vos cartes blanches. José, Juan, vous parlez encore des JO, puisque vous vouliez faire votre petit édito sur les policiers espagnols en renfort pour la sécurité à Paris.
Oui, parce qu'on parle de plus de 40 000, pratiquement 50 000 policiers français qui ont été mobilisés entre police et gendarmerie. Et on parle très peu, effectivement, des pratiquement 2000 policiers internationaux qui ont été envoyés par différents pays, et notamment l'Espagne qui envoie un peu moins de 400 policiers et gendarmes espagnols, des brigades dans la lutte contre les drones, des brigades cynophiles, des policiers spécialisés dans le contrôle des foules, dans la sécurité dans les transports, des véhicules qui sont envoyés, des brigades même à cheval qui sont envoyés. Il y a une dizaine de chevaux espagnols qui sont arrivés en France pour prêter main forte. L'Espagne qui est le pays étranger qui envoie le plus de policiers justement pour accompagner les forces de l'ordre françaises. Je pense que vous allez les voir dans les rues de Paris, pas uniquement que les Espagnols bien entendu, mais vous allez voir c'est près de 400 policiers qui prêtent des mains fortes, que ce soit à la place de la République, dans les transports publics, à la Bastille, ou dans les centres où il va y avoir des épreuves sportives. Et je pense qu'il faut même rendre hommage à tous ces policiers pas uniquement espagnols, qui sont là et qui sont venus donc prêter main forte aux forces de l'ordre. Juan José, il y a ce sujet des méga-bassines en Espagne avec le réchauffement climatique. Il y a les mêmes tensions entre les agriculteurs et les écologistes? Non, il n'y a pas les mêmes tensions parce que l'Espagne en plus est un pays qui est soumis à des sécheresses importantes dont les méga-bassines, quand elles existent, elles ont une grande utilité. Le problème aussi en France, au-delà du fait qu'on s'oppose ou pas, c'est aussi que c'était des manifestations qui avaient été interdites. Après, il faut se poser la question s'il est normal qu'on interdise des manifestations. Donc peut-être effectivement le fait d'interdire une manifestation, voire débarquer 3000 personnes, ça peut être compliqué. Mais bon, cela dit, c'est pas du tout le même cas du côté espagnol en ce qui concerne les méga-bassines.